Un grand bonjour à vous toutes et à vous tous et bienvenue sur 01 TV. Comme chaque jeudi, place à votre rendez-vous high-tech de la semaine. C'est 01 Hebdo. Merci d'être avec nous. Jérôme, bonjour. Bonjour François, bonjour à tous. Nous devrions être à l'IFA. On va faire comme si nous étions à l'IFA, François, en s'intéressant à toutes les annonces à l'occasion de ce salon virtuel de Berlin. Et l'une des annonces phares, elle est signée Samsung. C'est le Galaxy Z Fold 2, le smartphone à écran pliant. Nicolas Lelouch de la rédaction de 01net viendra nous en parler. Voilà, et on verra quelle est la différence avec le précédent. Et puis, IFA oblige, on fera un petit détour du côté de la marque Philips qui annonce pas mal de choses nouvelles. Une télé OLED et quelques nouveautés audio aussi. Star de l'IFA également, LG qui met le cap sur la 8K, mais pas seulement. On parlera aussi un petit peu de smartphone et puis de produits audio et de plein de choses avec notre invité. Et puis on parlera de cette bataille des géants des processeurs Nvidia et Intel. C'est une surenchère technologique qui nous attend. On en parle tout à l'heure avec Aymeric Siméon. Enfin, pendant l'IFA, les affaires continuent, notamment les affaires de piratage, avec un coup de filet géant que viendra nous décrypter Gilbert Kallenborn. Voilà, il paraît que la pêche a été bonne pour les sites de pirates, visiblement. Pour la police surtout, je crois. Je crois surtout. Merci d'être avec nous. C'est parti pour ce 01 Hebdo numéro 279. Et oui, Jérôme, épidémie de Covid-19 oblige. Nous ne sommes pas à Berlin, tu le disais tout à l'heure. C'est vrai que depuis pas mal de temps, à la même période, chaque année, début septembre, fin août, on est donc à Berlin pour ce grand salon dédié aux nouvelles technologies, l'IFA. Cette fois-ci, l'IFA a été réduit à sa portion congrue, j'ai envie de dire, puisque c'est un salon qui est à la fois un peu physique, on va en parler d'ailleurs dans l'actu. Et un peu virtuel. Et un peu virtuel. Vous allez voir, c'est assez étonnant. On va en dire un mot dans un instant, mais juste avant, François, peut-être la question de la semaine. Et oui, vous le savez, sur le compte Twitter de 01 TV, on vous questionne chaque semaine. C'est notre question 01 Hebdo Orange. La semaine dernière, par exemple, on parlait de Fortnite et de smartphone. Tu sais, avec cette grande bataille épique Apple. Achèteriez-vous un smartphone sans Fortnite? Voilà. Et là, la sentence est tombée, elle est radicale. 92% de oui. Vous vous moquez littéralement de Fortnite, vous qui nous regardez en tout cas. Voilà, bon écoutez, c'est intéressant. Je pense que c'est l'un des plus gros scores comme ça, massifs, qu'on ait pu avoir dans la question 01 Hebdo. Cette semaine, on va revenir sur l'actualité et ce salon de l'IFA pour les plus fidèles d'entre vous. Vous le savez, donc chaque année, on est là-bas. Est-ce que vous regrettez que le salon IFA de Berlin n'ait pas lieu en vrai cette année ? Voilà, il y a déjà une petite tendance, tendance au non, mais vous pouvez continuer à voter, on en reparlera tout à l'heure. Voilà, c'est sur le compte Twitter de 01 TV et au passage, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toute l'actualité tech de 01 TV. Non, tech. Surtout quand tu parles vite, comme ça. Tu parles trop vite. Bon, on attaque avec l'actu ? Oui, c'est parti. C'est parti. Et oui, l'actu, c'est les produits, bien sûr, qu'on va découvrir ensemble, mais c'est également, tu l'as dit, cette forme étonnante, incroyable, qui a pris l'IFA, le salon IFA cette année. Un IFA virtualisé avec des conférences de presse, des keynotes virtuelles, et puis même des stands virtuels. On ne peut pas dire que les fabricants aient oublié de marquer le coup. Et ils sont quand même là, tous, avec des annonces, avec beaucoup d'animations. Et c'est d'ailleurs assez étonnant parce que moi, je trouve que c'est pas mal. Il y a une espèce de concours de créativité. Il y a des keynotes en réalité virtuelle, interactive, etc., qui sont plutôt pas mal. En fait, il faut que les conférences de presse et tous ces constructeurs se réinventent finalement pour communiquer, pour charmer à la fois le public et les journalistes. Alors, il faut savoir que le salon IFA existe en toute petite partie physique. Absolument. Il faut savoir que le salon IFA est en général ouvert au grand public. Tous les Allemands, enfin tous les Berlinois et Berlinoises peuvent se rendre durant cette semaine dans ce salon. Cette année,
ce ne sont que les journalistes et, on va dire, les constructeurs qui sont présents. Le seul problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont décidé de ne pas venir véritablement. Alors, ils sont présents de manière virtuelle. C'est pour ça que, pour tout vous dire, on était à 2 doigts, il y a encore quelques temps, d'aller à Berlin pour réaliser un 01 Hebdo depuis là-bas. Et puis, quand on a vu, en fait, le peu de constructeurs connus présents, on s'est dit, écoutez, on va rester à Paris, hein, voilà. Exactement. Oui, il y a quand même une poignée, tu l'as dit, de journalistes notamment. Oui. Il y a quelques exposants, mais c'est clairement pas là-bas que ça se passe cette année. Hein. L'actualité, d'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça que Jean-David nous montre à la place de belles images de trains et de péniches qui viennent bel et bien de Berlin. En espérant qu'on y sera, évidemment, qu'on sera de retour l'année prochaine, parce que, alors évidemment, tu le disais tout à l'heure, cette surenchère d'innovation et de créativité avec des conférences virtuelles, etc., c'est très bien. Mais malgré tout, on se rend compte que un vrai salon physique où on peut se balader dans les halls, rencontrer peut-être des gens qu'on n'avait pas prévu de voir. Toucher les produits, sentir un peu les tendances, l'innovation. Ça, on ne peut pas le faire dans des conférences virtuelles. Donc, il nous tarde malgré tout de revenir sur le terrain pour vous commenter tout ça. Ça ne sera pas le cas pour le CES de Las Vegas, hein, on vous le rappelle encore une fois, qui sera de la même manière que l'IFA, totalement virtuel. Alors, les annonces, on va parler de télé, on va parler d'audio, tout à l'heure avec nos invités, LG, Philips, on va parler de processeurs aussi, hein, tu l'as dit avec Nvidia, Intel, on verra ça avec Aymeric Siméon. Mais avant cela, si on parlait un petit peu de smartphone, et en l'occurrence de l'une des annonces vedettes de la semaine, c'est le Galaxy Z Fold 2. Bonjour Nicolas Lelouch. Bonjour à tous les deux. Salut Nico. Il est arrivé, le Galaxy Z Fold 2, dont on parle depuis des mois, pour ne pas dire des années presque. Hein. Mais oui, c'est le nouveau smartphone pliant de Samsung. J'ai emmené en comparaison l'ancien. Ça va être compliqué de vous montrer vraiment les différences comme ça sur un plateau. Mais l'idée, c'est que Samsung s'est vraiment amélioré et a décidé de rectifier tous les défauts de la précédente génération. Ça va être par exemple au niveau des bordures d'écran, le fait qu'à l'époque, on avait reproché notamment au premier Fold d'avoir un tout petit écran à l'avant qui était utilisable uniquement avec le pouce. Et puis quel lancement raté du premier Fold, hein, avec ces journalistes et ces blogueurs qui avaient arraché l'écran. De bad buzz. L'idée, c'est qu'ils ont voulu faire le produit parfait qui renvoie très sincèrement à l'utilisation. C'est là où c'est le plus bluffant et c'est pour ça que c'est marrant que tu dises que ça nous manque d'avoir les vrais salons physiques. C'est pareil, en fait, c'est que les gens ne peuvent pas le juger sans l'avoir vraiment essayé parce que cette sensation sur le dépillage du téléphone, elle est nouvelle et il n'y a pas vraiment d'équivalence dans aucun autre produit. Donc il faut vraiment sentir pour voir ce qui a changé et ça a l'air beaucoup plus solide qu'auparavant. L'écran est beaucoup plus agréable à regarder. Plus grand écran à l'avant. Plus grand écran, c'est du 7,6 pouces à l'avant. Sur un format très original, c'est du 22,5 18e. Genre, on l'a jamais vu celui-là. L'idée, en fait, l'idée, c'est que c'est presque du carré. Je pense qu'on pourra le résumer comme ça. Alors que c'était pas le cas avant, où c'était un format 4 tiers, dans un peu formule iPad, quoi. Vous voyez, c'était ce genre de format-là. Là, on a vraiment quelque chose de très carré. Ce qui a un défaut, c'est qu'à le tenir à une seule main, c'est pas hyper facile, mais bon, c'est quand même très cool, notamment pour lire la presse ou pour circuler dans ces applications, d'avoir un écran de ce genre. Donc on reste évidemment sur le même concept qui est une petite tablette. L'écran, je crois que d'ailleurs, il y a eu des comparaisons avec celui de l'iPad mini et il est quasiment identique à celui de l'iPad mini, sauf que c'est une petite tablette que vous pouvez plier et mettre dans votre poche. Et la nouveauté par rapport à l'année dernière, c'est que vous avez un vrai écran à l'avant de téléphone. Si tu peux nous montrer la différence par rapport à celui je vais voir si j'ai une application qui c'est assez impressionnant parce que c'est vrai que c'est ce qu'on pouvait reprocher au premier écran, enfin au premier Fold, c'est que l'écran de devant était vraiment tout rikiki. On va peut-être le voir là. C'est l'écran avant était vraiment minuscule, ce qui fait que pour me citer moi-même dans le test du Galaxy Fold, j'avais écrit que c'était une excellente tablette, mais un téléphone qui se contentait du minimum. Et là, c'est complètement l'inverse. Hein. Désormais, c'est un très bon smartphone et toujours une excellente tablette. Donc, on ne l'a pas encore testé, on l'a depuis hier à la rédaction, mais la première prise en main du Galaxy Z Fold 2 est vraiment excellente. Oui, parce que tu avais beaucoup aimé le premier, on s'en souvient. Oui, tout à fait, oui. J'ai beaucoup aimé le concept du premier. Il faut aussi reconnaître ça. Le produit n'était pas parfait. Je ne recommande à personne de dépenser 2020 € dans ce smartphone. Mais le concept en lui-même, la prouesse technologique, le concept et tout ce qu'on allait pouvoir faire avec ce genre de form factor, c'était pour moi l'avenir du smartphone, ou en tout cas l'avenir d'une partie de ce vers quoi l'industrie allait se diriger. Alors, est-ce que ce deuxième en fait, exemplaire de ce téléphone, qui corrige beaucoup de défauts du précédent,
Est-ce que tu peux malgré tout le conseiller à tous ceux qui nous écoutent? C'est une bonne question. Il va nous falloir encore quelques jours de tests, notamment pour voir par exemple sur l'autonomie, ce que ça vaut. Si on a une très belle tablette mais que l'autonomie est désastreuse, ça sera évidemment pas la même chose. Mais en tout cas, à première vue, oui. Et c'est là où il y a quand même un vrai gap. C'était déjà le cas avec le Galaxy Z Flip, vous savez, ce téléphone qui reprenait le format clapé des vieux mobiles, et c'était un téléphone normal qui se pliait en deux. On pouvait le recommander pour ceux qui avaient 1 500 € à dépenser dans un smartphone. Là, c'est la même chose. Plus de 2 000 €, on est toujours à 2020 €. On reste sur un téléphone d'exception. D'ailleurs, petite note un peu négative, 2020 €, c'est le même prix que celui de l'année dernière, mais il y a 2 fois moins de stockage et il n'y a pas d'écouteurs sans fil offert. Donc en vrai, il est quand même un peu plus cher, contrairement à ce que Samsung revendique. Moins pour le même prix. On a moins pour le même prix. Maintenant, pour tous ceux qui avaient acheté le précédent, je pense qu'il y a un bon d'achat. C'est ça, ils font une remise de le 1 000 €. Et vous avez 1 000 € de réduction sur le téléphone. C'est si ça, vous prenez donc le c'est nouveau. l'idée. Après, je pense que les gens qui ont acheté le premier, pour beaucoup, sont ce qu'on appelle tech enthousiastes. Donc c'est des gens qui vont vouloir le garder en souvenir parce que c'est le premier téléphone pliant. Donc est-ce qu'il va vraiment y avoir beaucoup de personnes qui font ça? Peut-être que dans quelques années, il vaudra de l'argent ce téléphone. Il y a des chances, évidemment, mais bien sûr, comme le premier iPhone, comme beaucoup d'appareils, donc ça on verra. Mais ce qui est certain sur ce produit, c'est qu'à 2020 €, il n'est pas réservé à tout le monde, c'est pas pour le grand public, mais si vous avez de quoi mettre l'argent, ou même au contraire, si vous faites le calcul tout simple de dire j'économise sur une tablette et j'économise sur un smartphone haut de gamme, et d'un autre côté, j'ai des choses que une tablette, elle peut pas se plier en deux pour avoir la moitié de l'écran d'appareil photo et l'autre, il le poser sur une table et continuer à faire des choses. Donc si on fait le calcul, c'est pas délirant comme prix. Si on dit que ça remplace tablette et smartphone. Maintenant, là où le premier était encore un petit peu hésitant sur pas mal de choses, là, ça semble bien parti pour être un produit vraiment d'exception et de qualité. Donc, il est plus léger, un peu plus lourd. Figure-toi, il est plus lourd, c'est dû, bien sûr, avec plaisir. C'est dû en fait au fait que l'écran est plus large qu'auparavant. C'est le nouveau format d'écran dont je parlais, qui l'aura un peu plus carré. Du coup, c'est un peu plus lourd. Sinon, je crois. Il est plus fin, oui, il gagne pas mal d'épaisseur, donc ça c'est très appréciable. Et par contre sur le poids, quand il est fermé, du coup. Ça se sent pas trop, et quand il est ouvert, le poids est mieux réparti. Exactement. Donc du coup, on voit pas trop la différence. Mais ça n'a jamais été un défaut du premier Fold. L'épaisseur était plus problématique que le poids. Mais en réalité, le produit est cool. Et moi, je trouve qu'on en reparlera dans 1 ou 2 semaines quand le produit sera testé. Mais si vous aimez les nouvelles technologies, vous avez envie d'un vrai téléphone qui ne ressemble pas aux autres. Qui ressemble à rien d'autre de connu. Il est super. C'est vraiment un monstre de technologie. Et j'ai déjà hâte qu'on ait fini les tests pour le prendre quelques jours en perso et pour m'amuser avec, parce que je trouve que c'est génial. Franchement, c'est des super produits. Puis Netflix sur un écran carré, c'est extraordinaire. Bien sûr, et même, ça non, j'avais pas entendu que tu allais parler d'un écran carré. Non, mais c'est vrai que Netflix sur un écran comme ça, quand on est sur une série, c'est très bien, et c'est déjà beaucoup plus grand que sur un smartphone normal. Mais bon, par contre, sur des jeux vidéo, on va avoir des belles bandes noires. Par contre, sur un jeu vidéo, avec le xCloud notamment, c'est trop bien. C'est super cool d'avoir cet écran-là, même pour lire un article, ça n'a rien à voir. Enfin, j'ai pas envie de passer des heures à lire les journaux sur mon téléphone habituel. Là-dessus, aucun souci. Avec le premier Fold, tous les matins, je lisais la presse dessus. Nico, petite question, on va dire de la concurrence. Là, ils ont un boulevard, en fait, Samsung, puisque pas de concurrent. Le principal concurrent qui était Huawei est sorti des radars avec. Oui, il y a des rumeurs comme quoi, paraît-il que Huawei. On ne sait pas si ça s'appellera Mate X, Mate X2, Mate 5, il y aura aussi un Mate 5 prévu. Mais l'idée, c'est que Huawei voudrait faire. Ils vont un peu copier Samsung. Il va y avoir un produit au format clapé façon Z Flip et un produit qui, cette fois-ci, aura un écran pliant à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Donc, comme le Fold. Le problème, c'est que ce produit-là n'aura pas les services Google et que Huawei est toujours dans une impasse. Et donc, c'est sûr que c'est un peu problématique. Surtout que là, aujourd'hui, le premier fabricant d'écran pliant, c'est Samsung. Samsung n'est pas bête, ils savent que cette techno, il faut se la réserver pour eux, le temps d'arriver à baisser les prix. Et donc du coup, on peut imaginer que pour la prochaine, voire les 2 prochaines années, ce soit Samsung le maître du pliant. Donc oui. Le maître du pliant. Le maître du pliant, ouais. Pliant et pas pliable, j'insiste. Et tu sais que c'est dur, ça. Je sais, c'est dur. Pour rentrer dans notre petite tête. C'est un gros débat. C'est un gros débat. C'est un débat sémantique, mais c'est important. Tout à fait. Cela dit, il y a d'autres concepts en préparation côté smartphone. On va essayer d'ailleurs d'en tirer quelques mots de notre invité dans un instant. Et dans un instant tout de suite d'ailleurs. Je ne suis pas sûr qu'ils nous en disent beaucoup, puisque les annonces, c'est le 14 septembre prochain. Tu restes avec nous, Nico? Avec plaisir, oui. On fait un petit détour de manière virtuelle à l'IFA de Berlin, sympa. Cette édition 2020, avec notre premier invité. On s'intéresse à LG.
avec Jérôme Pinton de la marque LG. Bonjour Jérôme, merci d'être avec nous. Bonjour messieurs, toujours un plaisir de vous voir, même si en effet on n'est pas à Berlin cette année. Ça fait bizarre quand même. Oui. On s'adapte, toutes les situations au soleil, là, en plein air. Sur la terrasse. Comment une marque comme LG, grand groupe coréen qui est présent chaque année et qui investit des milliers de mètres carrés dans un salon comme ça, a appréhendé ce salon cette année? La réponse elle est toute simple, elle tient en un seul mot, c'est virtuel. C'est pas parce qu'on n'est pas présent physiquement qu'il n'y a pas des moyens aujourd'hui pour présenter les produits aux consommateurs. Et on a créé pour la première fois notre salon, notre exposition virtuelle qui est accessible sur Internet, sur notre site. Et même les gens qui ne se rendent pas à Berlin, qui ne vont pas à l'IFA habituellement, peuvent aujourd'hui visiter notre stand comme s'ils y étaient. Le stand est conceptualisé en 3D, totalement, voilà, comme si vous étiez au MES, avec l'entrée du stand comme d'habitude avec nos écrans pliables OLED, et vous rentrez dans le stand virtuellement comme vous avez l'habitude de vous le voir messieurs quand on se rencontre à l'IFA à Berlin, et tous les produits sont montrés, sont mis en scène virtuellement en 3D. C'est bien parce qu'il n'y a personne là. Ah oui, on est tranquille, la distanciation sociale est respectée. Bah là, ça c'est clair, parce que ça manque un peu d'ambiance, mais au moins on ne se fait pas marcher dessus comme d'habitude. Chaque année, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde comme au CES de Las Vegas d'ailleurs. Voilà, toutes les zones sont mises en scène, les zones gaming, les zones télé, la maison aussi mise en avant avec 7 pièces différentes pour présenter nos produits, toujours dans cette volonté de présenter l'écosystème de la maison chez LG. Donc voilà, c'est pas. Et ça, tout le monde peut y accéder. Tout le monde peut y accéder. Il y a une bannière sur la page d'accueil de notre site aujourd'hui. Déjà pour voir la conférence de presse qui a eu lieu ce matin à Berlin, on a fait une conférence de presse en vrai à 11h. Donc malgré tout, les patrons d'LG sont allés à Berlin faire cette conférence. Alors, ils l'ont faite depuis la Corée. C'était moitié-moitié. Il y avait une partie qui était faite localement par des représentants allemands et certaines personnes coréennes, et d'autres personnes qui sont restées en Corée qui l'ont faite virtuellement en live aussi, depuis une maison LG qui a été créée en Corée cette année, et qui ont fait cette démonstration-là en duplex, j'ai envie de dire en direct, entre l'Allemagne et la Corée. Jérôme a raison, c'est vrai que c'est une révolution en fait en termes de créativité. Ça doit faire le bonheur des agences de créa, des web designers, des motion designers. Oui, on a travaillé avec une agence de web design 3D extrêmement puissante dans le monde. La Corée a travaillé ça, et c'est pas parce que le physique n'existe plus. On peut se réinventer, il y a toujours des solutions. Et l'avantage, c'est de rendre en plus accessible cela à tout le monde, vu que c'est pas uniquement pour les gens qui vont à Berlin. Ce site web, mais que l'an prochain on peut quand même aller à Berlin. Vous le referez, peut-être que l'expérience sera reconduite. D'abord, on espère que le physique revienne, parce que c'est toujours du bien de voir les produits en vrai, exactement ce que vous disiez, de les toucher, de les voir. Après, pourquoi pas continuer le virtuel et rendre l'expérience accessible à tout le monde. On verra. On s'adapte au fur et à mesure. Là, la première réponse qu'on avait à apporter, c'est faire de la démonstration que le virtuel peut marcher, et qu'on peut donner accès à tout le monde à nos actus et à nos produits. Alors, l'actu LG à l'occasion de cette IFA virtuelle, c'est notamment de la télé, évidemment. Si vous n'étiez pas sur la télé, il y a quelque chose qui clocherait. Alors là, oui. Franchement. C'est vrai. Et où on se renouvelle en 8K, c'est ça, avec un produit qui est assez étonnant. Alors, c'est la suite. On continue l'histoire, toujours sur l'OLED. L'OLED, je ne vais plus vous faire la démonstration technologique, les avantages en termes d'image, cinéma, qualité d'image. Rappelons que vous êtes la figure de proue de l'OLED. On est toujours les seuls fabricants des dalles OLED au monde, et on fournit tous les vendeurs de téléviseurs OLED, Philips, Panasonic, Sony, même Xiaomi, les marques chinoises qui vont arriver prochainement, sont aussi des télés qui ont une dalle LG. Ah tiens, Xiaomi va faire de l'OLED. Tu le savais ça? On a annoncé une en Chine. D'accord. Voilà. En Europe, on ne sait pas encore. Donc on est toujours les seuls à faire ça. Après, une des vraies nouveautés qu'on a commencé à introduire depuis la fin de l'année dernière, c'est qu'au-delà des bénéfices de qualité d'image, le noir absolu, les contrastes, pas de rétroéclairage, etc., c'est que l'OLED est fait pour le gaming et pour le jeu vidéo aussi. On a annoncé en fin d'année dernière et en début d'année les téléviseurs OLED étaient les premiers à être compatibles NVIDIA G-Sync, ce qui permet d'adapter le nombre d'images par seconde qui sort de la carte graphique au taux de rafraîchissement de la télévision. C'est-à-dire que si je branche mon PC de gamer avec une carte comme ça sur un télé OLED, exactement. J'aurai pas de dégradation. Il n'y aura pas de dégradation, pas de saccade. J'aurai un vrai moniteur en fait. La télé devient un moniteur en quelque sorte. Devient un super moniteur avec une expérience de gaming aboutie extrêmement fluide. Plus de saccade, plus d'images qui fait du tearing, comme on dit dans le langage de gamer. Voilà. Et ça, c'était depuis le début de l'année. Au milieu de cette histoire, on a annoncé qu'on faisait un téléviseur au format 48 pouces, qu'on a sorti cet été, le 48 C10, qui est un téléviseur qui est vraiment
très bien fait pour le gaming. Pourquoi 48 pouces? Enfin, c'est inhabituel, ça? Oui, c'est inhabituel. Depuis le début de l'OLED, on commercialisait des dalles qui faisaient 55, 65, 77, voire 88 pouces pour la 8K. Et il y avait une vraie demande des consommateurs qui nous disaient, mais moi aussi, je voudrais de l'OLED, mais je voudrais une taille d'écran plus petite. Et on a mis un peu de temps, on a réussi à adapter nos méthodes de production pour découper les dalles et en faire maintenant un format 48 pouces qu'on a sorti pour la première fois cet été, un modèle 48C10 qui est commercialisé en France au prix de 1 800 € depuis cet été. Et pour aller au bout de l'histoire du gaming, maintenant c'est la 8K qui arrive. Et sur nos téléviseurs OLED 8K qu'on sort cette année en format 77 et 88 pouces, on annonce à l'occasion de l'IFA pour la première fois la compatibilité avec les nouvelles cartes NVIDIA GeForce RTX série 30 qui sortent là mi-septembre, qui vont peuvent monter jusqu'au 8K. Et qui permettent justement d'avoir cette fluidité d'expérience de gaming en résolution 8K et sur des téléviseurs 8K. Dont on parlera en détail avec Aymeric Siméon. Avec un port HDMI 2.1, donc le tout dernier, qui permet des débits vidéo monstrueux. Exactement, avec 60 images par seconde et un débit de 48 gigas sur la 8K. On a compte 48 gigabits. C'est pas mal. Bon, on peut regarder la télé quand même sur votre Toujours. Et ça, c'est le bonus. Parce que jusqu'à maintenant, c'est pratique. Toujours. On mettait l'emphase toujours sur le cinéma, la qualité d'image, les noirs, Game of Thrones comme jamais, etc. Maintenant, on complète notre discours au-delà du form factor de la télé qui est extrêmement fine, qui est pliable. Toujours sous WebOS. Toujours sous WebOS 5.0, notre système d'exploitation interne qui est extrêmement abouti. Un mot sur l'audio, rapidement. Vous avez sorti, alors c'est en marge de l'IFA, c'était annoncé cet été. Où on a sorti cet été une nouvelle gamme d'écouteurs True Wireless, des earbuds comme on dit. Qui a une particularité. Voilà, qui a une très particularité par rapport à ce que fait tout le reste sur le marché, c'est que le boîtier de recharge de ces écouteurs émet une lumière LED qu'on appelle UV Nano, qui permet de nettoyer les écouteurs quand ils sont en phase de recharge. On a certaines bactéries qui viennent se poser quand on met les écouteurs dans nos oreilles. Quand on met les écouteurs dans leur boîtier de recharge, la lumière LED UV se met en marche et en 10 minutes, on arrive à éliminer en plus de 99% des bactéries qui se sont déposées sur les écouteurs. C'est efficace. Nicolas, qu'est-ce que tu en penses de ça? Le docteur Nicolas Lelouch. Docteur Nicolas Lelouch, vous qui avez étudié les nanoparticules UV, qu'en pensez-vous? Comme ça, pas besoin de mettre deux masques aux oreilles, c'est mon avis. Très bien. C'est sorti ça? C'est sorti, commercialisé en France à 150 €, Fnac, Boulanger, Darty, chez les principaux revendeurs. Alors, rapidement un mot sur la maison connectée, parce que c'est un gros chantier aussi chez LG. Vous avez annoncé pas mal de choses. Au-delà des produits, c'est carrément en fait une espèce de roadmap là, non, que vous allez déployer? Alors, au-delà de la roadmap, c'est un contexte vraiment particulier cette année. On a passé beaucoup de temps à la maison. Il faut qu'on fasse la démonstration que passer du temps chez soi, c'est pas une contrainte. Et que LG est capable d'amener des solutions en termes de divertissement, en termes de confort et en termes de soins et d'hygiène via nos produits, que la technologie peut apporter des réponses là-dessus. Donc, tout le stand qu'on montre à l'IFA, et qui est la continuité aussi de LG ThinQ, ce qu'on dit avec l'intelligence artificielle depuis plusieurs années maintenant, c'est montrer comment ces produits-là nous permettent de profiter au maximum du temps qu'on peut passer en famille à la maison. Donc, par exemple, la vapeur qu'on a sur nos machines à laver ou sur nos armoires à vapeur LG Styler, qu'on va lancer d'ailleurs en fin d'année, début d'année prochaine en France. C'est un produit qu'on voit sur les salons depuis plusieurs années, mais il va sortir en France en fin d'année. J'en profite pour l'annoncer au passage. Cette vapeur permet d'éliminer également les bactéries qu'on peut avoir sur les vêtements. Alors qu'un lavage traditionnel n'élimine pas, c'est ça? Non, la vapeur permet d'éliminer certaines bactéries jusqu'à 99% et d'apporter une hygiène renforcée sur les vêtements qu'on peut porter, ce qui sera aussi le cas quand on mettra les vêtements. Mais ça se fait rarement. Oui, ça se fait rarement. Et ça abîme pas le linge? Non, ça abîme pas le linge. Non, la vapeur et le système aussi ne permet pas d'abîmer le linge. Au contraire. Il est mieux préservé parce que les mouvements du tambour de la machine à laver vont s'adapter en fonction de la typologie de linge que vous allez mettre à l'intérieur. Dernier mot sur un purificateur d'air aussi. Alors, en ces périodes où on veut de l'air frais et renouvelé. Ça a été annoncé aussi la semaine dernière. On va sortir mondialement, je ne vais pas vous dire en France encore, mais ce qu'on appelle un purificateur d'air portable LG Puricare, qui est un espèce de masque que vous pouvez mettre sur votre visage. Et grâce à des ventilateurs qui sont à l'intérieur du masque et à des filtres EPA, qui sont les filtres à particules qui sont utilisés sur les purificateurs d'air normaux, les ventilateurs vont adapter leur vitesse en fonction de comment vous expirez et comment vous inspirez. Et
l'air va se filtrer dans les deux sens. Ah oui, c'est le masque hyper high-tech, quoi. C'est le masque anti-Covid hyper high-tech. Anti-Covid, on ne peut pas le dire aujourd'hui. En filtre purificateur d'air, oui. Pour la pollution ambiante traditionnelle, c'est efficace. C'est des filtres EPA, qu'on appelle les filtres EPA 13 classiques, qu'il y a sur les purificateurs d'air. Anti-Covid, on n'est pas encore là. D'accord. Mais ça filtre les bactéries et ça filtre l'air comme un purificateur d'air normal. Pour les cyclistes, pour éviter de choper les vapeurs de diesel. C'est une première réponse. C'est une première réponse et une première forme sur cette typologie de nouveaux objets, on peut dire. Ça va sortir en France, ça? On ne sait pas encore. Ça a été annoncé la semaine dernière. On a découvert le produit pour la première fois la semaine dernière. C'est un peu massif, on voit la photo. Là, c'est ça. La commercialisation, quand, comment, presque, on verra ça, on pourra en parler plus tard. Ok. Est-ce qu'on torture un peu Jérôme Pinton pour lui tirer un mot du LG Wing? Alors, on a un teaser. Ah bon je ne sais pas si vous avez vu quelque chose. J'ai plein de questions là-dessus. JD et Pierre peuvent nous balancer le petit teaser du LG Wing. Voilà, ce sont des images assez mystérieuses qui ont été dévoilées par LG pour une... C'est des images de vacances en fait, c'est ça, non? C'est ça. C'était bien. Une annonce qui est prévue le 14 septembre prochain, hein, Jérôme. Exactement, il va y avoir une conférence de presse annonce le 14 septembre prochain, 16h heure française, pour dévoiler une nouveauté smartphone. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus pour le moment. Vous avez vu une forme, vous avez vu, vous imaginez des choses en voyant un écran en croix, c'est ça? Ce teaser-là, mais je ne vais pas pouvoir vous dire beaucoup plus de choses que ce que vous pouvez imaginer avec ce teaser. Rendez-vous le 14 septembre à 16h pour tout savoir. Est-ce qu'il ne peut pas dire que nous on peut dire, parce qu'il y a eu quelques fuites quand même. Alors vas-y, balance-nous. Ça ressemble à une sorte de téléphone avec un rétroviseur. C'est comme ça qu'on pourrait, je pense, résumer ça. L'idée, c'est que vous avez votre téléphone en format classique et il y a un écran qui peut basculer sur le côté. Vous avez vu ce qu'il fait de votre super concept, là? C'est une manière de le raconter comme une autre. Maintenant, le concept est amusant et ça va en tout cas dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure, entre les téléphones qui se plient en format tablette, dans la poche, les appareils comme le Surface Duo de Microsoft à 2 écrans. On a clairement un renouveau du smartphone et on cherche des nouveaux formats. Et celui d'LG est intéressant, en tout cas, ça va être... j'ai hâte de voir ce produit, même si... Il y a peu de chances que ça arrive en Europe, je pense, ça veut dire mais ça serait sympa en tout cas si on avait ce genre de produit. Ce qui est sûr, ce que je peux vous dire, c'est vraiment un produit innovant d'un point de vue format et expérience utilisateur. On va vraiment apporter quelque chose de nouveau que personne d'autre a fait aujourd'hui sur le marché. Mais on ne sait pas si ce produit sortira en France. On verra. D'abord, il faut le présenter et puis après, on pourra parler de déploiement, de timing, etc. Très bien. Chaque chose après l'autre. On peut d'ores et déjà réserver un créneau très bientôt dans 01 Hebdo pour vous nous parler de tout ça alors. Pourquoi pas. Très bien, merci beaucoup. Merci encore, c'est un plaisir. Donc de chez LG France. Vous pouvez rester, même si vous le voulez encore un petit peu, parce qu'on va passer à notre deuxième invité, François. Qui sera par visio, et nous allons interroger en fait un porte-parole de chez Philips tout de suite. C'est notre invité. Et nous avons avec nous, si les miracles de la technologie de Skype fonctionnent, Jean-Yves Fabre d'Harcourt. Est-ce que Bonjour. Jean-Yves est avec nous? Bonjour. Eh bien voilà, ça marche. Comment allez-vous? Formidable. Dites-moi, vous avez un salon magnifique qui est multicolore, mon cher Jean-Yves. C'est la magie d'Ambilight. C'est Ambilight. Qui est vraiment quelque chose qui égaye à la fois les cœurs, les esprits et aussi l'image. Oui, c'est pas chez vous donc. Hein. Ça n'est pas chez nous. Non, nous sommes au showroom de l'entreprise. Tout à fait. Ah, c'est magnifique. En tout cas, merci d'être là. On va commenter les annonces IFA. Et oui, vous allez nous parler un petit peu de ces annonces de la marque Philips. La présentation avait lieu il y a quelques jours. Alors, pareil, de manière virtuelle. C'était très beau, c'était interactif. Ils ont fait dans l'interactivité. Chez Philips, on pouvait choisir de quoi vous voulez que je vous parle maintenant, etc. etc. Mais j'avais une petite question juste avant. Vous avez fait un communiqué pour dire que vous étiez étonné, ravi, content des ventes de téléviseurs après le confinement. C'est exact ça, que tous les fabricants en fait, de téléviseurs ont bénéficié un petit peu de cet effet Covid? Alors je ne sais pas si tous les constructeurs en ont profité. En tout cas, le marché globalement a retrouvé des couleurs et a continué est reparti à la hausse depuis l'ouverture des magasins tout début mai, à tel point qu'à fin juillet, on constate que le marché de la télévision est en croissance en volume comme en valeur, en cumul depuis le début de l'année. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de marchés qui peuvent être en croissance après avoir connu cette période de Covid un peu délicate. Les gens se sont rués sur les téléviseurs, quoi. Ça veut dire quoi? Ils n'étaient pas contents de ce qu'ils avaient à la maison, ils se préparaient pour le prochain confinement, c'est quoi? Comment on explique ça?
Il y a deux éléments. Et le premier qui est vraiment intéressant aussi, c'est qu'il s'est consommé de la télévision pendant la période du Covid, mais plutôt sur des petites tailles et plutôt sur des produits un peu plus basiques. Et ce qu'on constate d'ailleurs, c'est que sur un marché sur lequel nous sommes présents et où on défend des positions fortes, qui est le marché de l'OLED, qui sont plutôt des produits plus chers, plus grands, plus grande taille et de plus grande qualité, eh bien on constate que, pour vous donner quelques chiffres, le mois d'avril était un mois où il s'est vendu quasiment 2 fois moins d'OLED que le même mois de l'année précédente, et que au cumulé à fin juillet, eh bien ce marché reprend des couleurs. Et est à nouveau à plus 23 en quantité. Ça veut dire qu'il y a eu un énorme impact négatif sur l'OLED, un énorme impact positif depuis le début de la reprise des magasins. Et ça veut dire donc deux choses, je vais dans votre sens. Ça veut dire tout d'abord que les clients ont vraiment passé beaucoup de temps chez eux et qu'ils ont maintenant une soif à redécouvrir ou à rééquiper leur équipement et leur intérieur, parce qu'ils ont vu qu'ils y avaient passé beaucoup de temps. Peut-être aussi qu'ils risquent d'y repasser à nouveau du temps dans le futur, mais surtout... Ça qui est terrible. Je pense qu'ils ont aussi, dans l'ensemble des dépenses des ménages, il y a des domaines de dépenses et des domaines de frais qui se sont vus très fortement réduits. Je pense à l'habillement, je pense au voyage, peut-être la culture, les spectacles, etc. Ouais. La culture, les restaurants. Finalement, on sort beaucoup plus, mais on sort chez soi, devant une plus grande taille d'écran et un plus beau téléviseur. Et on a, il faut le dire aussi, pour vous, professionnels des médias, on a une offre de contenu qui n'a jamais été aussi intéressante et distrayante. Disney, Canal+, et ainsi de suite, Netflix, et le tout en 4K de grande qualité pour reproduire ça avec des beaux téléviseurs Philips. Jérôme Pinton, vous avez remarqué vous aussi chez LG une montée des ventes ces derniers temps? Oui, c'est pareil. Je ne peux que rejoindre tout ce qu'a dit Jean-Yves précédemment. C'était un peu compliqué au début de la période de confinement, mais les gens ont bien senti que l'enjeu autour du divertissement était très important. Ça a coïncidé avec le lancement de Disney+, sur nos plateformes également. Donc l'accent a été mis sur le divertissement, sur l'éducation à la maison, sur toutes les solutions qu'on peut apporter pour que le temps à la maison se passe mieux, soit plus confortable, au-delà des considérations hygiéniques. Et les revendeurs se sont adaptés à la fin du confinement en proposant des retraits, même si les magasins étaient fermés, on pouvait commander en ligne et commencer à les retirer à l'entrée des magasins. Et c'est là que les ventes ont commencé vraiment à repartir fortement. Depuis, on a pu déployer nos nouvelles gammes 2020, vu que ça a pris aussi un peu de retard avec tout ça. Le déploiement magasin n'a pas été sur le même timing. Mais maintenant, c'est vrai que le marché est très dynamique, fonctionne très bien et très encourageant pour la suite. Alors, les nouveautés du côté de chez Philips, c'est donc, eh bien, j'ai envie de dire, là aussi, de la télé, de l'OLED et aussi de l'audio, hein, Jean-Yves. Oui, on a beaucoup axé notre discours cette année. Tout d'abord, effectivement, pour annoncer le lancement d'une 4e génération de P5 qui dote et qui est automatiquement sur nos OLED, qui est un système assez révolutionnaire et plutôt unanimement reconnu comme un des tout meilleurs du marché pour l'amélioration de la qualité d'image, que ce soit dans le domaine des couleurs, des contrastes, de la fluidité et de la résolution d'image. On y ajoute, sur les annonces que l'on vient de faire, l'intelligence artificielle, qui va donc permettre, dans tous les dispositifs d'amélioration d'image que j'ai évoqués, d'avoir encore un plus grand équilibre sur tous ces réglages et toutes ces optimisations, et qui va permettre de prendre en compte le type d'image que le téléviseur doit afficher, avec un système qu'on appelle le deep learning, c'est-à-dire une sorte d'expérience emmagasinée dans le téléviseur sur des millions de types d'images possibles, et d'adapter encore mieux la qualité et l'équilibre de ces images. Donc ça, c'est effectivement une annonce que nous avons faite, qui est également importante sur un autre domaine. C'est que nous lançons dans les semaines qui viennent notre premier 48 pouces OLED, le 48 OLED 935. Nous avons pris, si on a quelques secondes pour l'évoquer, parce que ça nous semble important, on a pris un parti pris sur le 48 OLED, qui est de considérer qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de clients qui souhaitent se doter d'un OLED, qui est quand même je pense que Jérôme ne me démentira pas, qui est quand même la meilleure qualité d'image sur le marché. Il sourit et il acquiesce. Hein. Ça ne m'étonne pas de lui. Et donc, pour se doter de la meilleure qualité d'image et la meilleure qualité du son, finalement, il y a beaucoup de clients aujourd'hui en
en ville, des clients urbains qui n'ont pas forcément énormément d'espace. Et donc le 48 était pour nous une opportunité d'arriver avec une offre valeur, une offre premium. Et c'est ce que nous faisons avec ce modèle. Toujours Ambilight ? Toujours Ambilight, avec le son Bowers & Wilkins, donc qui est un son particulièrement intéressant parce qu'il a été renforcé sur la partie sonore cette année. Nous avons un nouveau tweeter central typique de la marque Bowers & Wilkins, la marque britannique légendaire, avec un tweeter exactement de la forme de ceux qu'ils commercialisent sur leurs enceintes hi-fi. Nous avons des cônes supplémentaires qui permettent d'avoir un son avec un effet de rebond sur le plafond pour profiter à fond du Dolby Atmos. On a beaucoup de choses à raconter et évidemment l'Ambilight qui est notre marque de fabrique. Quel prix, Jean-Yves Fabre, pour ce 48 pouces OLED ? Nous serons de toute façon au-dessus des 2 000 €. Donc c'est pas une offre destinée finalement à venir renforcer le marché de l'OLED par le bas, tout simplement parce que la taille d'écran serait plus petite. Non, nous on pense que il y a de la valeur et il y a un marché à valeur à aller chercher sur ce type de produit pour des clients urbains plutôt fortunés, parce que c'est quand même pas une petite somme. Jérôme Pinton, d'un mot, il fera combien chez LG le 48 pouces ? Il est commercialisé à 1 799 € aujourd'hui. D'accord, j'adore quand on est comme ça, deux constructeurs. Ouais, et puis rappelons que vous fournissez vos dalles OLED à Philips, qui après ajoute son traitement vidéo, etc. et tout son savoir-faire. Quelques minutes encore, de manière concise, Jean-Yves, un petit mot sur l'audio aussi. Vous avez annoncé un casque et des nouvelles oreillettes True Wireless. Exactement. Donc le message audio, qui est un message important, puisqu'il vient vraiment compléter le dispositif image chez nous pour avoir une marque généraliste. Trois directions différentes. La première, on va beaucoup parler de Fidelio. C'était notre label haut de gamme. Donc ce label Fidelio, on le développe au travers de casques Active Noise Cancelling, mais aussi de barres de son. Donc des produits toujours très haut de gamme. Je prends l'exemple de la barre de son avec des petites enceintes qui se détachent de manière magnétique et qui viennent se mettre à l'arrière pour pouvoir profiter d'un son surround et qu'on remet par la suite si on le souhaite pour que ça ne vienne pas déranger la décoration avec du 7.1.2, enfin des produits qui vont vraiment reproduire un son de très grande qualité et un casque donc Fidelio Active Noise Cancelling, casque Arceau, avec des traitements de métal, des traitements de cuir, des produits plutôt axés premium là encore. Deuxième axe du son, c'est une gamme de True Wireless, de petits écouteurs que nous avions déjà dans notre gamme et qu'on renforce avec là encore de l'Active Noise Cancelling pour pouvoir couvrir tous les segments possibles. Et puis un troisième axe qui est important pour nous, qu'on a développé en collaboration avec DTS, qui est le DTS Play-Fi, qui est une technologie, une sorte d'écosystème qui va permettre de synchroniser de manière parfaite l'image et le son, et qui va permettre d'avoir des enceintes Wi-Fi additionnelles pour pouvoir profiter d'un son surround chez vous et devant votre cinéma, et qui permettent également de pouvoir diffuser Ambilight. Donc nous aurons des enceintes avec cet effet halo qui peut être encore renforcé. Donc ce sont des enceintes avec du son et de la lumière. Exactement, du son et de la lumière. Et j'ajoute qu'elles sont, ce n'est pas la priorité du message que je veux passer, mais c'est très important de le souligner, elles sont multi-room. Elles permettront de profiter de tous les sons dans toutes les pièces, sachant que cette technologie DTS Play-Fi, elle équipe donc ces enceintes, elle équipe aussi nos téléviseurs de nouvelle génération, certains téléviseurs de la génération de l'année dernière qui seront upgradables, et évidemment, elle est également utilisée sur nos barres de son. Donc c'est un écosystème très intéressant. Merci beaucoup Jean-Yves Fabre d'Harcourt. Merci beaucoup. Merci pour ces nouveautés Philips. Merci à vous également Jérôme Pinton et Nicolas Lelouch d'avoir été présents aujourd'hui. On va retrouver tout de suite. Eh bien, on va parler des annonces Nvidia Intel et puis juste après, on reviendra sur ce coup de filet de site de piratage qui a fait beaucoup de bruit et qui a perturbé en fait toute la scène Juarez, comme on dit. On va en parler tout à l'heure avec notre spécialiste sécurité.
Juste avant de retrouver Aymeric Siméon, François, si nous allions faire un petit tour du côté de notre question 01 Hebdo Orange sur Twitter. Regrettez-vous que le salon IFA de Berlin n'ait pas lieu en vrai cette année? On l'évoquait tout à l'heure. Écoutez, oui, 37,1%, non, 62,9%. Ben voilà. Et il faut appeler quand même Aymeric Siméon, oui, si tu veux, parce que ça marche beaucoup c'est pas mieux. lui qui va nous appeler, Si on le voit, pas le numéro. Et oui, et puis juste après, donc, on retrouvera Gilbert Kallenborg. Il est là avec nous, et c'est Aymeric. Salut Aymeric. Bonjour à tous. On est très heureux de te retrouver, Aymeric, donc journaliste, vous savez, à 01net.com, qui va nous commenter toutes ces annonces qui ont été faites à la fois sur Intel et, on le disait, sur Nvidia. Alors on commence par quoi? Nvidia? Ce que vous voulez. Alors qu'est-ce que c'est que ces monstres d'Nvidia là, qui ont été présentés Eh bien, qu'on voit tourner sur les réseaux sociaux? Eh ben, ce sont les toutes nouvelles RTX, mon cher Jérôme, les RTX 3000. Alors, il y en a 3 qui ont été annoncées. La 3070, la 3080 et la 3090. Voilà, on ne change pas beaucoup les habitudes chez Nvidia. On continue à conserver une même logique de matricule. Alors, par contre, ce qui change, c'est ce qu'il y a sous les énormes ventilateurs que vous avez dû voir sur les images des réseaux sociaux. Et là, alors, pour le coup, on va les voir. On est passé sur une architecture qui porte le nom d'Ampère. Voilà, comme le savant, même nom, physicien de son état. Et donc, qu'est-ce que promet Ampère? Eh ben, Ampère promet jusqu'à 2 fois plus d'efficacité et de puissance que son prédécesseur Turing, qui était de l'architecture en fait, qui est des RTX 2080, 2080 Ti, etc., de toute la série RTX 20. Qui est toujours en vente à l'heure actuelle, on va le rappeler, puisque les nouveaux monstres de Nvidia, comme tu les as appelés, ne seront disponibles qu'à partir de la mi-septembre à peu près. Voilà. Ça doit consommer pas mal d'énergie quand même, ça. Hein? Alors oui, il va y avoir une petite augmentation, mais qui finalement ne devrait pas être si importante que ça, si on conserve, si tu veux, un bon rapport de performance par watt. C'est un peu le nerf de la guerre sur le segment des cartes graphiques. C'est qu'est-ce que pour 1 watt ma carte va pouvoir me donner comme performance. C'est un petit peu singé. Oui. Est-ce que c'est uniquement pour le gaming, ça, ou ce sont les mêmes qui sont utilisés pour l'intelligence artificielle et le calcul massif? Voilà, les calculs massifs, puisqu'on sait qu'NVIDIA est très impliqué là-dedans. Alors, effectivement, on va pouvoir se servir de ces cartes pour en faire. Elles ne sont pas uniquement dédiées à cela, bien entendu, parce que pour ça, il y a des modèles chez Nvidia qui ne font que ça, en fait. Mais effectivement, à l'intérieur de ces cartes, on va retrouver des petites unités qui s'appellent les Tensor Core et qui sont effectivement douées pour l'entraînement d'intelligence artificielle ou exploiter des technologies qui ont été préalablement entraînées par des intelligences artificielles ou par des serveurs, des algorithmes. Notamment, par exemple, la technologie DLSS de Nvidia qui, en fait, pour faire très simple, analyse plein d'images et arrive sans trop d'efforts à te produire une image Full HD qui est encore plus belle que l'image Full HD originale, ce qui est quand même super fort. Oui, en effet. Ce que j'adore, c'est que c'est quand même un composant qui est à l'intérieur du PC, ce truc-là. Mais on voit que le design est soigné. Enfin, il y a un effort marketing extraordinaire. Alors, tout à fait. Et puis, bon, effectivement, on peut se douter que quand il y a autant de turbines et de radiateurs au-dessus d'un pauvre petit morceau de circuit imprimé, c'est quand même qu'il doit y avoir un petit peu de calories là-dessous. Mais effectivement, Nvidia assure avoir bien travaillé sa copie et que ce système de ventilation qu'on n'avait jamais vu, parce que sur les 2 modèles les plus haut de gamme, le 3080 et 3090, tu as un ventilateur à l'avant et un ventilateur au-dessus. Donc, en fait, ils aspirent tous les deux de l'air, mais ils ne leur crachent pas vraiment au même endroit. Aymeric, d'un mot, le prix, s'il te plaît, et puis on passe à Intel. Ça marche. Alors, on va commencer. La 3070, elle arrivera en octobre et on sera à peu près à 520 €. La 3080 arrivera mi-septembre et on sera aux alentours de 720 €. Et puis le big monstre, la 3090, elle arrivera fin septembre et elle sera normalement positionnée aux alentours de 1560 €. Oui, ce qui en fait est pas si ce qui n'est pas si cher en fait pour une carte de ce gabarit, puisque son alter ego actuel vaut quand même plus de 2500 €.
En effet. Rapidement, en 1 minute, s'il te plaît. Je sais que c'est court, Ouais. Émeric, mais je sais que Gilbert Kallenborn a pas mal de choses à nous raconter aussi concernant ces sites de piratage qui sont tombés cette semaine. L'annonce Intel principale, de quoi s'agit-il ? Eh ben, un nouveau processeur, les processeurs Core de 11e génération, qu'on a appelé longtemps les Tiger Lake. Alors, s'il y a une chose qu'il faut retenir, une seule, c'est le nouveau composant graphique qui est à l'intérieur de ces processeurs. Là encore, on va parler de gaming. C'est le tout premier qui est conçu selon l'architecture XE de Intel, une architecture qui ont mis à peu près 2 ans à développer. Et c'est la toute première fois qu'on va la voir en action dans ces processeurs qui sont faits pour des PC ultra portables. En fait, Intel fait un pari assez fou, nous permettre de jouer sur nos ordinateurs ultra portables en 1080. Alors bien sûr, pas à fond, on s'entend bien, mais selon tous les graphiques, toutes les présentations qu'on a pu voir, on va pouvoir jouer, et c'est ça la grosse nouveauté, en dehors de tout ce qui a pu être fait au niveau de l'optimisation des cœurs, de la consommation, etc. Les premiers PC avec ce chipset arriveront quand ? Alors, normalement, on va dire milieu octobre pour les plus précoces, plutôt fin d'année, aux alentours du mois de décembre pour la grosse vague, et puis après ça va s'échelonner jusqu'à on va dire le printemps prochain par là. Merci beaucoup Émeric. Merci à toi. Je vous en prie. On va appeler Gilbert Kallenborn, le temps de retrouver pour attaquer le nom. Dernier sujet, mais je crois même qu'il a un petit jingle, Gilbert, sur la sécurité. Voilà, jingle. J'adore le lancer, de frisbee de Gilbert Kallenborn sur son petit générique. C'est vraiment très très beau. T'es là, Captain America ? Oula, alors je ne sais pas ce que fait Gilbert, on le voit en haut, en bas, au milieu. J'ai l'impression d'être dans une espèce de... Tu sais, les trains fantômes là, qui tournent dans tous les sens. Ça y est, il est là. Inception. Gilbert Kallenborn, notre spécialiste sécurité ici à 01net, pour nous commenter en fait ce coup de tonnerre dans le monde des sites de piratage. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, Gilbert ? Alors en fait, ça s'est passé le 25 août. Les forces de l'ordre, en fait, des forces de l'ordre de plusieurs pays, 18 pays au moins, ont fait un coup de filet mondial en fait au niveau de l'écosystème des pirates, de contenu, les pirates de films et de séries. Et en fait, il y a déjà eu quelques rumeurs quelques jours avant en fait sur le site Torrent Free, il y avait déjà des alertes, et on a su en fait que donc les policiers ont démantelé 60 serveurs dans 18 pays. Ils ont aussi arrêté des personnes, au moins 3 personnes centrales en fait dans cet écosystème. Alors c'est pas n'importe quelle partie de cet écosystème en fait qui a été visée. C'est la partie vraiment le sommet. Donc c'est ceux qui récupèrent les films et les séries pour après les diffuser, les distribuer auprès des distributeurs. Donc c'est-à-dire les sites qui sont accessibles au grand public, ceux qui piratent, ceux qui téléchargent en fait les films. C'est incroyable, c'est une vraie industrie. C'est un coup dur, c'est un coup dur pour cet écosystème, et vraiment c'est assez impressionnant. Enfin, c'est illégal, on le rappelle. C'est absolument illégal, et c'est un joli coup pour les forces de l'ordre. Ils ont réussi, les forces de l'ordre qui ont réussi donc à se coordonner au niveau européen, ou voire même mondial alors. Au niveau mondial, parce que c'était sur 3 continents, donc Amérique, Europe, Asie. Et oui, donc c'est vraiment une jolie opération de coordination. Et on a su après il y a eu des messages en fait diffusés sur les sites, des messageries un peu underground de ces gens-là qui disent on sent vraiment que c'est un coup dur pour eux. Et ils disent, il faut tout reconstruire, nous serons de retour, etc. Donc Ah ouais, ils se dégonflent pas, ils se démontent pas. Et c'était du téléchargement, c'était du peer-to-peer, c'est pas du streaming? Ou c'est les deux? Alors les gens qui ont été donc frappés par la police, par cette action de police, donc ça, on peut dire c'est un peu l'équivalent de l'importateur dans un commerce. Donc c'est-à-dire eux, ils vont récupérer les films, l'original. Donc c'est-à-dire, alors la méthode, elle est assez basique en fait. Moi, je pensais que ça allait peut-être être quelque chose de particulièrement sophistiqué. En fait, pas tellement. Ils se font passer eux-mêmes pour des distributeurs.
auprès de grossistes officiels, de grossistes qui vendent des DVD, des DVD, des Blu-ray. Ils disent voilà, nous on veut avoir des DVD, des Blu-ray avant la commercialisation, mais c'est juste pour préparer la commercialisation, on va pas les vendre. Et ils fournissaient simplement en fait des documents falsifiés, des choses comme ça, et ça suffisait en fait pour récupérer des films. Et après, ils prenaient les DVD, les Blu-ray et ils les pirataient tout simplement. Et après, c'était uploadé sur toute une série de serveurs. Et bon, voilà, après, ils revendent à des revendeurs, en fait, c'est ça? Ils revendent à des détaillants? Après, c'est il y a toute une économie auprès des autres. Il y a plein de groupes, en fait, c'est toute une nébuleuse de pirates. Donc il y a ceux qui importent, il y a d'autres qui distribuent. Mais là, on parle bien de download, de torrent. Attention, on ne parle pas de DVD falsifiés qu'on achète comme ça à la sauvette, Gilbert, on est d'accord? Non, là, les DVD, c'était uniquement pour récupérer le contenu. Oui, et après c'était le torrent. Voilà, c'était encodé sur des serveurs. Et après, c'était soit du peer-to-peer, soit du téléchargement direct, soit du streaming. Après, ça dépend. Mais c'était pour récupérer les DVD, c'était uniquement pour récupérer le contenu. Gilbert, pour terminer, dernière question, est-ce que ça veut dire qu'on ne pourra plus trouver de films illégalement dans les jours ou les semaines qui viennent? Alors, ce sera peut-être plus dur, parce que, comme disait donc, cet auteur connu, la mine d'Épité, 29 sites démontés, tout est à reconstruire. Bon, tout n'est pas démonté, malheureusement, parce que c'est quand même illégal, rappelons-le. Et puis bon, après, c'est une activité qui ne va pas disparaître. On se doute bien que d'autres vont reprendre le flambeau et vont refaire ça. Donc, juste pour dire, pour les ayants droit, eux, ils chiffrent en fait les dommages à plusieurs dizaines de millions d'euros quand même pour ce piratage, cette contrefaçon. C'est comme le trafic de drogue, ça revient toujours, mais bon, c'est du harcèlement, et puis ça déséquilibre quand même momentanément cette économie, qui est une économie souterraine, illégale, etc. Accessoirement. Exactement. Merci beaucoup, Gilbert Kallenborn. Et voilà, à très bientôt, Gilbert. Gilbert qui, lui, n'est pas piraté, vous l'avez vu. Non, c'est un vrai. C'est un vrai. Méfiez-vous, car il y a des imitations de Gilbert Kallenborn qui peuvent subvenir comme ça sur des sites. Jérôme, avant de se quitter, juste un petit coup de question, là, allez, un petit coup de question. Je vous rappelle qu'on vous questionne justement sur ce salon de l'IFA qui a été annulé. Est-ce que, justement, vous regrettez que ce salon IFA de Berlin n'ait pas lieu en vrai cette année? Oui, majorité de non, mais il y a quand même 30% qui aiment bien ce salon, même s'ils n'y vont pas forcément. Mais en plus, on est là pour le faire vivre chaque année, donc c'est un vrai événement. L'année prochaine, rendez-vous l'année prochaine. Bien sûr, l'année prochaine, en espérant que tout s'arrange dans les mois qui viennent. Voilà, ce 01 Hebdo est terminé. Vous le savez, on se retrouve tous les jeudis sur 01tv.com, sur la chaîne YouTube de 01 TV et sur votre télé aussi, sur les box. Box SFR bien sûr, Orange, Freebox et sur le satellite sur FranceSat. Merci de nous suivre. À jeudi prochain, portez-vous bien. Salut à bientôt. tous.